Il y a une phrase que vous avez tous déjà entendue au moins une fois dans votre vie. Une phrase que nos parents et nos grands-parents répétaient. Quand la route passe, le développement suit. Et c'est vrai. Partout en Afrique, on a vu ce que ça donne. Là où une route arrive, le village se transforme. Le commerce démarre, les marchés s'animent, les écoles se remplissent, les gens bougent, l'argent circule. La route, c'était l'artère du développement. Pas de route, pas de développement. Mais aujourd'hui, en 2026, cette phrase a changé. Avec la révolution numérique, avec les smartphones dans toutes les mains, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui bouleverse le monde entier, une nouvelle route est apparue. Une route qu'on ne voit pas, mais qui est devenue encore plus importante que celle en bitume. Cette route, c'est Internet. Et désormais, la phrase est devenue « Quand Internet passe, le développement suit ». Réfléchissez 2 secondes. Aujourd'hui, tout passe par Internet. L'éducation avec les cours en ligne, le commerce avec la vente sur les réseaux et le e-commerce, l'argent avec le mobile money et les paiements numériques, l'information, l'administration, la santé et maintenant l'intelligence artificielle. Ces outils qui peuvent décupler ce qu'un seul individu est capable de faire. Un jeune avec une bonne connexion et un téléphone a aujourd'hui plus de pouvoir entre les mains qu'une entreprise entière il y a 20 ans. Internet, c'est l'autoroute du monde moderne et c'est là que le problème commence. Parce que si Internet est la route du développement, alors l'Afrique a un sérieux problème de route, un retard énorme. Un continent où la connexion reste trop chère, trop lente et inaccessible pour des centaines de millions de personnes. Et tant que cette route ne sera pas construite correctement, le développement de l'Afrique restera bloqué au péage. Alors aujourd'hui, on va se poser les vraies questions. Pourquoi l'Afrique a-t-elle pris autant de retard sur Internet? Qui est en train de construire cette nouvelle route et à quel prix? Et surtout, quelle opportunité gigantesque se cache derrière ce retard pour ceux qui sauront la voir? Parce que je vous le dis tout de suite, derrière ce problème se cache l'une des plus grosses opportunités économiques de notre génération. Bienvenue sur Roland en Chine, la chaîne qui décrypte les coulisses économiques entre l'Afrique et le reste du monde, et surtout les opportunités que vous pouvez saisir. Commençons par regarder la réalité en face avec des chiffres. Parce que quand on les découvre, on comprend l'ampleur du problème. Premier chiffre, le prix. L'Afrique subsaharienne a l'Internet le plus cher du monde quand on le rapporte à ce que les gens gagnent. Tenez-vous bien, en moyenne, s'offrir un forfait de données de base, on parle de 2 gigaoctets par mois, coûte près de 4% du revenu mensuel d'un habitant. 4% juste pour une connexion minimale. Les Nations Unies estiment qu'Internet devient vraiment abordable en dessous de 2%. On est donc au double de ce qu'il est considéré comme accessible. Dans certains pays, c'est encore bien pire. 2 chiffres, l'accès. En 2024, seulement 38% des habitants de l'Afrique subsaharienne avaient accès à Internet. 38%. Pendant que la moyenne mondiale est à 68%. Ça veut dire que près de 2 Africains sur 3 dans cette région ne sont pas correctement connectés. 2 sur 3 exclus de cette fameuse autoroute du développement. Troisième chiffre, qui implique les 2 premiers. Près de la moitié des habitants de la région vivent à plus de 10 km d'une connexion par fibre optique. La fibre, c'est l'épine dorsale d'Internet, les gros tuyaux qui transportent les données. Et la moitié des gens en sont éloignés. Alors maintenant, la vraie question, pourquoi ce retard? Et là, il faut comprendre quelque chose. Le cœur du problème, c'est l'infrastructure. Construire un réseau Internet, ce n'est pas magique. Il faut poser des milliers de kilomètres de câbles, planter des antennes partout, installer des centres de données. Ça coûte des milliards et ça demande un savoir-faire technique énorme. Et pendant des décennies, qui aurait dû construire cette infrastructure? Normalement, les grands équipementiers mondiaux, surtout occidentaux, les entreprises européennes et américaines qui dominent les télécoms. Sauf qu'ils ont regardé l'Afrique et beaucoup ont dit non. Trop pauvre, trop risqué, pas assez rentable ou pas assez vite. Pour eux, déployer des réseaux coûteux dans des zones où les gens ont peu de pouvoir d'achat, ça ne rentrait pas dans leurs calculs. Alors ils ont largement délaissé le continent. Et ce vide, ce trou baignant dans l'infrastructure, il est resté. C'est la vraie raison du retard africain. Pas un manque d'envie des Africains de se connecter, mais un manque d'infrastructure que personne ne voulait financer. Avant d'aller plus loin, je veux clarifier une chose importante parce que ça va vous aider à comprendre toute la suite.
Il faut distinguer deux acteurs qu'on confond souvent. D'un côté, il y a l'opérateur, celui que vous connaissez, celui-là à qui vous achetez votre forfait, Orange, MTN, Move et les autres. C'est la marque que vous voyez. Mais derrière l'opérateur, il y a un acteur invisible, beaucoup plus discret, l'équipementier. C'est lui qui fabrique et installe les antennes, les câbles, le matériel technique. L'opérateur, c'est le restaurant. L'équipementier, c'est celui qui a construit la cuisine et fournit tous les fourneaux. Vous le voyez jamais, mais sans lui, rien ne fonctionne. Et toute notre histoire d'aujourd'hui tourne autour d'un équipementier bien précis. Cet équipementier, vous en avez forcément entendu parler, mais probablement pas pour ça. C'est Huawei, l'entreprise chinoise que la plupart des gens connaissent pour ses téléphones. Mais les téléphones, c'est la partie visible. La vraie puissance de Huawei, elle est dans l'ombre, dans l'infrastructure. Pendant que les Occidentaux fuyaient le marché africain, Huawei a fait le pari inverse. L'entreprise s'est engouffrée exactement dans le vide qu'il laissait. Et les chiffres de ce qu'elle a accompli sont tout simplement spectaculaires. Accrochez-vous. Huawei a construit environ 70% du réseau 4G de tout le continent africain, 70%. Ça veut dire que quand vous regardez une vidéo sur votre téléphone, quand vous voyez un message vocal, quand vous faites un paiement mobile, il y a 7 chances sur 10 que ça passe par du matériel installé par cette entreprise chinoise. Elle a aussi construit une grande partie des réseaux plus anciens, la 3G, environ la moitié. Prenons un exemple concret, le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique. Là-bas, Huawei a installé environ 27 500 sites de communication, ces fameuses antennes. Et l'entreprise a posé plus de 10 000 km de câbles en fibre optique. 10 000 km. De quoi traverser un pays entier plusieurs fois. Et il y a un chiffre qui doit particulièrement vous intéresser. Nous qui parlons d'opportunités de développement. Huawei a formé plus de 120 000 Africains, des techniciens, des ingénieurs, des gens qui ont transmis un savoir-faire. Ce n'est pas rien, c'est du transfert de compétences. Exactement ce dont l'Afrique a besoin. Alors, comment Huawei a-t-elle réussi où les autres ont renoncé? On pourrait croire que c'est juste une question de technologie moins chère, mais la vérité est plus subtile et c'est là que c'est intéressant. Le vrai secret de Huawei, ce n'est pas seulement la technologie, c'est le financement. Les banques d'État chinois ont fourni aux clients de Huawei, c'est-à-dire aux opérateurs et aux États africains, un financement tellement généreux que personne ne pouvait s'aligner. En clair, Huawei ne venait pas seulement de dire « voici mon matériel », elle venait dire « voici mon matériel et voici aussi l'argent pour le payer, que vous remboursez plus tard ». Pour un pays africain ou un opérateur qui n'avait pas de cash, c'était une offre impossible à refuser. Et il y a un deuxième effet, plus malin encore. Une fois qu'un pays a construit tout son réseau avec le matériel d'une entreprise, il devient très difficile d'en changer. Parce que les mises à jour, la maintenance, les pièces de rechange, la formation, il faut rester avec le même fournisseur. C'est ce qu'on appelle l'effet de verrouillage. Huawei ne s'est pas seulement installée, elle s'est rendue indispensable. Et ça, retenez-le bien. Parce qu'on va y revenir. C'est au cœur d'un problème qu'on va aborder plus loin. Mais pour comprendre pourquoi l'entreprise n'a pas eu peur d'aller sur ces marchés que tout le monde fuyait, il faut s'arrêter un instant sur l'homme qui l'a créé. Parce que son histoire, je vous le préviens, elle ne ressemble pas à celle d'un patron classique. Et surtout, elle va vous parler directement. Cet homme s'appelle Ren Zhengfei et avant d'être le fondateur d'un géant mondial, c'était quelqu'un qui, comme beaucoup d'Africains aujourd'hui, est parti de tout en bas. Il est né en 1944 dans l'une des provinces les plus pauvres et reculées de Chine. Il était l'aîné d'une fratrie de 7 enfants. Sa famille n'avait presque rien. Et le moment le plus dur, écoutez bien, c'est qu'il a vécu son enfance pendant une période terrible de famine qui a frappé toute la Chine. La faim, la vraie. Il a raconté plus tard que c'était une obsession quotidienne, que sa famille rationnait la moindre nourriture pour survivre. Quand on lui demande de décrire sa jeunesse, il dit simplement « je n'étais personne, je n'avais rien d'autre que les bons résultats à l'école ». Et son parcours d'adulte n'a pas été un long fleuve tranquille non plus. Il a travaillé des années, puis il s'est retrouvé dans le civil. Et là, les épreuves se sont enchaînées. Il a perdu son emploi, il a divorcé, il s'est endetté. À un moment, il vivait à plusieurs dans un minuscule logement d'à peine plus de 10 mètres carrés avec ses parents. Il a connu l'échec, la galère, le désespoir. Cet homme qui dirige aujourd'hui l'une des entreprises les plus puissantes du monde a touché le fond. Et c'est seulement à 43 ans, un âge où beaucoup pensent que leurs meilleures années sont derrière eux, qu'il a fondé Huawei. Avec quoi? Presque rien. L'équivalent de quelques milliers de dollars et une poignée d'employés dans un petit appartement. Voilà
le point de départ de l'entreprise qui a aujourd'hui connecté l'Afrique et qui est un leader mondial. Alors maintenant, je veux que vous fassiez le lien vous-même. Cet homme est parti d'une situation que des milliers de jeunes Africains connaissent aujourd'hui. La pauvreté, la faim, l'échec, le manque de moyens. La différence entre lui et tant d'autres, ce n'est pas d'où il est parti, c'est ce qu'il a décidé d'en faire. Mais attention, et je veux être honnête avec vous, parce que je ne peux pas vous vendre un conte de fées. Ren Jianfei n'a pas réussi uniquement par sa volonté tout seul dans son coin. Il a réussi dans un contexte particulier. La Chine des années 80 et 90, en plein boom, avec un État qui soutenait massivement les entreprises. Donc ce bon parallèle, ce n'est pas de dire il a réussi seul par sa seule volonté. Donc toi aussi tu peux le faire seul. Non. Ce serait faux et ça vous mettrait dans le mur. Le vrai parallèle, le voici. Lui est parti de la pauvreté et il a su voir et saisir des opportunités de son époque et de son environnement. La question pour vous n'est pas d'avoir exactement le même destin. La question, c'est de savoir voir et saisir les opportunités de votre temps à vous. Et les opportunités aujourd'hui en Afrique, il y en a énormément. Cette transformation numérique est une vraie opportunité. Le pont avec la Chine en est une autre. Encore faut-il les voir et les saisir. Maintenant, on arrive à la partie la plus difficile et je vais être honnête avec vous, comme toujours parce que c'est facile de tomber dans un piège ici. Le piège, ce serait de cracher sur Huawei et de dire que les Chinois nous exploitent, qu'ils profitent de nous. C'est tentant, ça fait des vues, mais ça serait malhonnête. Parce que la vérité, c'est que Huawei a fait un travail réel. Là où les Occidentaux ont fui, eux ont connecté des centaines de millions d'Africains. On ne peut pas leur reprocher le retard. Ils ont au contraire comblé une partie de ce retard. Mais, et c'est un grand mais, reconnaître ce travail ne veut pas dire fermer les yeux sur les problèmes de fond. Et il y en a deux sérieux. Le premier, c'est la dépendance. Souvenez-vous de l'effet de verrouillage dont je vous ai parlé. Aujourd'hui, une immense partie de l'infrastructure numérique africaine, ce pilier vital du développement moderne, repose sur une seule entreprise étrangère. Sa technologie, ses techniciens, ses pièces, ses financements. Alors, posez-vous la question. Est-ce sain que quelque chose d'aussi stratégique que l'infrastructure numérique d'un continent entier dépende à ce point d'un acteur extérieur? Je ne parle pas de complot, je pose une question de souveraineté. Le jour où la géopolitique se tend, le jour où les grandes puissances se disputent, l'Afrique pourrait se retrouver coincée, dépendante de choix qui ne sont pas les siens. Et il y a aussi la question des données. Toutes ces informations qui transitent par ces équipements, qui les contrôlent vraiment? Ce sont des questions légitimes que tout continent sérieux doit se poser. Le deuxième problème, et c'est le plus important pour la suite. Malgré tout ce qui a été fait, le travail est loin d'être terminé. Revenez aux chiffres du début. L'Internet en Afrique reste le plus cher du monde par rapport aux revenus. Près de 2 personnes sur 3 ne sont toujours pas correctement connectées dans certaines régions. La connexion reste lente, instable, inaccessible dans beaucoup de pays. Donc oui, quelqu'un a comblé une partie du vide, mais l'essentiel reste à construire. La route numérique de l'Afrique est à peine commencée. Et c'est précisément là, dans ce travail inachevé, que tout devient intéressant pour vous et moi. Parce que regardez le raisonnement. Si Internet est la route du développement et que cette route est encore largement à construire en Afrique, alors ça veut dire qu'il y a un chantier gigantesque qui s'ouvre. Et qui dit chantier gigantesque dit opportunité gigantesque. Les chiffres le confirment. La Banque mondiale estime qu'il faudrait environ 100 milliards de dollars d'investissement pour connecter correctement toute l'Afrique d'ici 2030. 100 milliards de dollars. C'est l'un des plus grands marchés de la décennie qui est en train de s'ouvrir, là sous nos yeux. Et ce marché, il ne se limite pas aux géants comme Huawei. Toute cette transformation crée un écosystème entier d'opportunités à plus petite échelle. Il faut des équipements, du matériel réseau, des routeurs, des antennes, des panneaux solaires pour alimenter les sites, des téléphones, des accessoires. Il faut des gens pour importer ce matériel, le distribuer, l'installer, le réparer, le revendre. Il faut des techniciens, des intermédiaires, des entreprises. Et la plupart de ces équipementiers, devinez où on les trouve au meilleur prix, avec les meilleures conditions. En Chine, exactement comme Huawei s'appuie sur l'écosystème industriel chinois, vous pouvez le faire à votre échelle. Et c'est exactement de ça que je veux vous parler. La chose que je vous disais depuis le début de la vidéo.
Je lance très bientôt, dès le mois de juillet, un programme que j'ai appelé Sourcing Master Academy 2.0. L'idée, c'est de vous apprendre concrètement comment sourcer des produits et des équipements en Chine, comment trouver les bons fournisseurs, négocier, importer et bâtir une vraie activité d'intermédiation entre la Chine et l'Afrique. Que ce soit du matériel électronique, du matériel réseau ou 1000 autres produits, le mécanisme est le même. Et je vais vous le transmettre étape par étape. Et le tout en utilisant les outils de l'intelligence artificielle qui changent complètement la donne aujourd'hui. L'IA permet d'aller plus vite pour trouver les produits, analyser les marchés, contacter les fournisseurs. Ceux qui maîtrisent ces outils, maintenant, prendront une longueur d'avance énorme sur les autres. Pour le lancement, j'organise un challenge de 2 jours du 14 au 15 juillet. Le lien et les détails sont au niveau de la barre de description. Les places sont limitées, donc inscrivez-vous maintenant, tant que vous y pensez. Pendant que la plupart des gens vont juste se plaindre qu'Internet est cher en Afrique, vous pouvez apprendre à vous positionner sur la vague qui est en train d'arriver. Alors, résumons cette histoire. On est parti d'une vieille phrase. Quand la route passe, le développement suit. Et on a vu qu'aujourd'hui, cette route, c'est Internet. On a vu que l'Afrique a pris un retard énorme parce que les Occidentaux ont jugé le continent pas assez rentable et ont fui. On a vu que Huawei, une entreprise chinoise, s'est engouffrée dans ce vide et a connecté une grande partie du continent portée par l'histoire incroyable d'un homme parti de la famine. Et on a vu la vérité nuancée. Huawei a fait un travail, mais ça a créé une dépendance et surtout, le travail est loin d'être fini. L'Internet africain reste cher, lent, insuffisant et c'est précisément ce qui en fait l'une des plus grandes opportunités de notre génération. Au fond, le message est simple. Ne restons pas spectateurs de notre propre développement. L'histoire de Ren Zhengfei nous le rappelle. Il est parti de rien, mais il a su saisir les opportunités de son époque. Aujourd'hui, l'opportunité de la connexion africaine est là, sous nos yeux. La question, c'est de savoir qui va la saisir et pourquoi pas vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Selon vous, l'Afrique a-t-elle eu raison de confier son infrastructure numérique à la Chine ou est-ce qu'un danger pour son avenir? Ça m'intéresse vraiment de lire vos avis. Je réponds au maximum. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez un pouce bleu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous. Et puisqu'on a parlé du rôle de la Chine comme partenaire qui construit quand l'Occident se ferme, vous devez voir ce qui se passe en ce moment même au Sénégal. Un pays au bord du chaos politique qui joue justement son avenir sur ce même pari chinois. Je me suis demandé si c'était un miracle qui se prépare ou un mirage qui va se dissiper. J'y réponds dans cette vidéo qui est juste ici ou ici. On se retrouve très vite. Que Dieu bénisse le continent africain. À très vite.